Je vous présente Virgile. Et là, nous sommes au Bénin, plus précisément à Calavi, dans un garage pas comme les autres. Ce garage, c'est Kwabo, et Virgile en est le chef de projet. Kwabo, c'est quoi? C'est un garage 2 en 1, puisqu'il répare les voitures, mais il forme également les Béninois au métier de garagiste dans de superbes conditions. Honnêtement, je suis pas du tout mécanique, mais le concept m'a tellement séduite que j'étais obligée de partager cette découverte avec vous. Mais avant de partager cette visite inédite, on va passer comme d'habitude à l'interview afin d'en savoir plus sur Virgile. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir la partie 2 la semaine prochaine. Likez, commentez et partagez la vidéo un maximum. Vous envisagez de vous installer au Bénin, alors cette info est pour vous. Avec Steve, on a mis en place une liste d'attente pour un accompagnement 100% digital qui vous guidera pas à pas. Démarches administratives, formalités, conseils essentiels, tout ce qu'il faut savoir pour créer votre vie ici au Bénin. Ce programme est pensé pour faciliter votre installation avant même de partir et surtout pour vous accompagner une fois sur place. Inscrivez-vous pour être parmi les premiers à en profiter. Les premiers auront des bonus incroyables. Hello Virgile, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Super. C'est pas grave. Alors, merci déjà de nous recevoir Ouais. dans ce garage formation, centre de formation à la fois. J'aimerais bien que tu puisses te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené ici au Bénin. Ok, très bien. Merci de me donner la possibilité de partager un petit peu tout ce qu'on fait ici au garage. Moi, Virgile, j'ai un parcours où j'ai beaucoup voyagé tout au long de ma vie. Je suis né en Tunisie et j'ai grandi dans les Outre-mer, en Martinique, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie. Et puis j'ai passé mon baccalauréat en Guyane, Mais waouh! à Cayenne. Par la suite, moi je voulais faire des études plutôt de sciences politiques, ça m'intéressait, tout ce qui était grands enjeux mondiaux, géopolitique, etc. Donc j'ai pu faire Sciences Po à Strasbourg. Donc j'ai passé du temps là-bas. Pendant mes études, j'ai eu la chance de pouvoir passer 1 an en Argentine, en Amérique latine. Donc j'ai appris l'espagnol là-bas. Et après, j'ai fait ce que je voulais faire à 18 ans, à savoir de la diplomatie. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans en ambassade de France. J'étais au Danemark d'abord, et puis au Ghana. J'ai vécu pendant 2 ans au Ghana. J'étais en service économique, donc c'est le service qui s'occupe des relations avec les entreprises et puis surtout du suivi de la situation financière, économique des pays dans lesquels ils se trouvent. Donc un job super intéressant. Super intéressant comme je disais, mais je me suis dit bon, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie parce que je trouvais qu'on était un peu dans une tour d'ivoire. On pouvait voir des gens très importants qui faisaient des choses très intéressantes, qui avaient beaucoup d'impact, mais en fait on était plus spectateurs que acteurs de tout ça. Moi j'avais l'impression que le combat il était ailleurs et j'avais très envie de faire des choses concrètes, de me sentir capable de faire des choses de mes propres mains. Il y a un peu le syndrome quand on fait des hautes études de penser qu'on sait faire plein de choses alors qu'en réalité on est très dans l'intellectuel et donc on n'est pas forcément en prise avec ce que la majorité des gens vivent à travers leur travail. Donc après cette expérience, en fait, j'ai voulu entreprendre et je me voyais pas le faire de mon côté. J'ai pas une passion particulière pour un sujet, une affaire qui me motivait pour me lancer seul. Mais j'ai eu la chance, quand j'étais au Ghana, de rencontrer les dirigeants de l'entreprise qui m'emploient aujourd'hui, donc le groupe Vitamine T, qui est un grand groupe de l'insertion par l'activité économique en France. Ils m'ont fait confiance après cette expérience au Ghana. Ils m'ont recruté comme chef de projet international. Donc j'ai au début travaillé sur un projet au Ghana.
d'usine de recyclage de déchets électroniques. Ok. Sur la phase, on va dire, de marché, de faisabilité. Et c'est un projet que finalement, on n'a pas lancé. Et c'est pour ça que je me suis trouvé réorienté vers le Bénin. Ok. Réorienté vers le Bénin. Et donc, comment j'en suis arrivé là? Donc, c'est un peu pour le pays, c'est des circonstances, même si, bon, moi, j'avais vraiment envie de travailler sur des sujets dans les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que, comment dire, parce qu'il y a plein d'enjeux de développement à concrétiser, et ça m'a toujours fasciné. Je suis intéressé par plein de zones. Je t'ai parlé de l'Amérique latine, aujourd'hui c'est l'Afrique, demain j'espère que ce sera l'Asie. Je n'ai pas l'intention de faire non plus toute ma vie dans cette partie du monde. J'ai le goût du changement. Donc le Bénin, et là cette fois-ci vraiment dans une posture où il fallait tout créer de A à Z depuis une page blanche. Et donc pour ça, cette expérience, j'en suis très très heureux et très fier. Et comment l'opportunité s'est amenée à toi? Pourquoi un garage? Enfin, explique-nous vraiment le cheminement. Ouais, alors bon, bah, du coup, comme tu l'as compris, j'ai pas du tout de formation en mécanique automobile. J'aime bien plaisanter avec les clients en disant que moi-même, je sais même pas changer une roue. Mais il n'y a pas besoin d'être bon en mécanique automobile pour ouvrir un garage. Donc, en fait, le sujet de garage, c'était un sujet parmi d'autres qui était sur ma table quand j'ai pris ce poste de chef de projet. Et c'est le projet, on va dire, où on a notre destin plus en main. L'entreprise a investi, etc. dans ce projet. Là où on a d'autres projets ici au Bénin, dans le sujet de l'accompagnement social, dans le sujet de la gestion des déchets, où là, on fait plutôt de la consultance, de l'assistance technique auprès d'entreprises publiques ou d'agences d'État. Mais le garage, c'est quoi l'origine? En fait, au sein du groupe Vitamine T, il y a une entreprise qui s'appelle Soluval qui fait du recyclage de véhicules hors d'usage, VHU. Donc concrètement, on récupère des véhicules hors circuit. On regarde si on peut retaper ce véhicule. C'est là où on peut retrouver le plus de valeur. Si on ne peut pas, on regarde ce qu'il y a comme pièces détachées qu'on peut extraire du véhicule et revendre sur le marché de l'occasion. Et puis tout ce qu'on ne peut pas revendre, en fait, on le valorise en tant que matière première, en le séparant, en le triant, et après en l'envoyant chez des prestataires qui, eux, savent vraiment bien retraiter la matière. Et c'est comme ça qu'en France, aujourd'hui, on recycle, donc ça c'est le taux réglementaire, 95% des voitures. Tout le monde ne le sait pas, mais en fait, on est capable de recycler aujourd'hui jusqu'à 95%, au moins 95% un véhicule. Pour l'électrique, maintenant, c'est des nouveaux défis. Mais, et donc, en fait, la vision de mes dirigeants, c'était au Bénin, on est dans un pays où la voiture a beaucoup d'importance. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est un des 10 premiers importateurs de véhicules d'occasion sur le continent. On le voit tout de suite quand on vit au Bénin. La voiture a une place extrêmement importante. Il y a des vendeurs de pièces à tous les coins de rue. Quand on va du côté de Sekonji, on découvre le port sec, c'est absolument impressionnant. Et donc la réflexion, c'est le Bénin est un pays qui se développe. Les lois environnementales progressent de plus en plus partout dans le monde. Ces véhicules qui sont anciens ne vont pas pouvoir rouler ad vitam aeternam. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de leur sortie? Et comment est-ce qu'on fait pour le valoriser? Aujourd'hui, c'est déjà valorisé, mais c'est valorisé de manière informelle. Il y a des gens qui travaillent, mais dans des conditions sanitaires, environnementales désastreuses, et économiquement, c'est assez sous-optimal. Donc, il y a plein de filières. On démantèle des véhicules, et après, on revend ça, on fait partir ça au Nigeria. Et généralement, c'est des Asiatiques, après, qui rachètent et qui vont retraiter ça dans leur pays. Donc, il y avait cette réflexion-là. Mais il y avait aussi cette lucidité autour de, en fait, on n'est pas encore dans un écosystème, on va dire, arrivé assez à maturité pour pouvoir lancer comme ça tout de go une activité industrielle de recyclage. Donc le garage, meilleur moyen pour approcher le sujet, très concret. Nous aussi, on produit des déchets. On est en contact avec tous les acteurs de l'automobile. Donc on peut petit à petit construire ce projet-là. Et dès à présent, on répond à deux besoins. Un besoin social qui est le besoin de créer des emplois ici. Beaucoup de jeunes qui recherchent une opportunité pour travailler.
augmenter, améliorer les compétences à travers la formation professionnelle. Voilà, on le fait à travers ce centre de formation, que ce soit pour des jeunes qui cherchent une formation initiale comme des professionnels en formation continue. Ouais. Et puis enfin, le sujet des automobilistes qui ont besoin d'acteurs, de professionnels en fait pour répondre à leurs besoins. Et c'est ça au final qui détermine après toute la réussite du projet social, parce que c'est la partie économique qui va financer tout ça. Voilà, ok. Ce que j'allais te demander justement, comment vous êtes rentable aujourd'hui? Ouais. Alors, déjà, pour bien comprendre déjà comment ce projet il a été financé, hein, oui, est-ce que c'est ce qui permet aussi de comprendre le poids, on va dire, la rentabilité exigée de ce projet. Sur le plan de l'investissement, en fait, ici, on est sur un terrain et un bâtiment qui a été entièrement financé. L'acquisition et la construction a été financée entièrement par le groupe. Okay. Donc, c'est des fonds propres. Okay. Hein, on est autour de 800 000 euros quand même d'investissement pour tout ça. Donc, on est propriétaire. Première chose. Deuxième chose, après, on a tout ce qui va être l'investissement matériel. L'investissement en matériel, là, on a réussi à le faire financer à 80% par des financements publics et des financements de fondations d'entreprises privées. Il y a une coupure. Ça va aller. Ça va revenir, en fait, c'est... le générateur, le temps que... Je vous ai pas montré ça, mais en fait, on est sur panneaux solaires. Ah, ok, trop bien. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais okay. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure. Donc, l'investissement, il a été en majeure partie financé par des fondations d'entreprises et par des concours publics. Donc, par exemple, les panneaux solaires on a 120 panneaux solaires sur le toit. On est quasiment autonome à 100% en énergie solaire. Ça, c'est la région des Hauts-de-France qui nous a permis de financer cet achat. On a, je te l'ai montré, une salle informatique entièrement équipée. C'est la Fondation Air France qui nous a permis de financer ça. Notre statut un peu hybride d'entreprise sociale nous permet de mobiliser des financements, voilà, pour des projets, on va dire, d'intérêt général. Et puis enfin, le fonctionnement, là, en fait, on a le groupe Vitamine T qui nous a mis un peu d'argent à disposition pour lancer les activités. 30-40 000 euros, c'est assez peu au final quand on voit la taille du bâtiment et des activités. Et le reste, c'est le fonctionnement qui doit trouver sa viabilité économique. Donc aujourd'hui, après 10 mois d'activité, je pourrais dire qu'on est rentable, mais je préfère dire qu'on est légèrement en perte parce qu'il y a toujours des coûts cachés qu'on va découvrir. Cette année, on va réussir à faire d'ici le 31 décembre à peu près 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, ça représente 150 000 euros. Ici, on a une vingtaine de personnes à travailler, on est très exactement 27, dont 16 apprentis. Dans 3 mois, en février, on sera une cinquantaine. On a 24 apprentis qui nous rejoignent, on a 2-3 recrutements en plus à faire. Donc, maintenant, la rentabilité dans un projet d'une telle envergure, elle se regarde pas à la première année. Nous, on a 3 ans, mes dirigeants m'ont donné 3 ans pour mettre à l'équilibre ce garage. On y sera beaucoup plus rapidement, je le crois très sincèrement, parce qu'on est vraiment arrivé au bon moment. Et je pense que le travail qu'on a réussi à réaliser collectivement, porte ses fruits déjà aujourd'hui. La formation qu'on fait aujourd'hui des 300 garagistes pour l'État, ça en est la preuve, et c'est sans doute quelque chose qui va se renouveler l'an prochain. Sur le plan de la réparation automobile, on a déjà aujourd'hui une petite base de clients, on a à peu près 200 clients. En termes de véhicules, c'est 50% des particuliers, 50% des entreprises. Mais comment dirais-je, là on va rentrer dans une nouvelle phase encore, puisque on officialise dès la rentrée de janvier un partenariat avec CFAO, qui est donc aujourd'hui CFAO vend 70% des véhicules neufs au Bénin. Et en fait, on va être le premier garage agréé CFAO, ce qui va nous permettre de recevoir les véhicules clients de cette entreprise en leur permettant de garder leur garantie constructeur. Donc on va appliquer les mêmes méthodes, les mêmes procédés que eux, et en plus on va pouvoir facturer à ces clients-là le même prix que propose CFAO sans pour autant reverser de commission. Donc
c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant parce que eux sont débordés par leur succès, si je puis dire, parce qu'ils vendent beaucoup de véhicules et il faudrait créer toujours plus d'ateliers automobiles pour y répondre. Ils peuvent s'appuyer sur nous. Nous, ça va nous permettre d'avoir un vrai bol d'air frais financier pour financer les activités, tout simplement. Comment on a un groupe comme CFAO, enfin, comment on arrive à avoir un partenariat avec un groupe comme CFAO? Enfin, est-ce que c'est vous qui êtes parti les démarcher ou bien c'est eux vraiment qui ont vu et Comment ça s'est passé? On s'est rapprochés d'eux. On les a. D'abord, je dois dire une chose, c'est que je trouve mon expérience au Ghana, au Bénin, les milieux d'affaires sont très ouverts. Les gens sont prêts à se rencontrer, à ouvrir les portes. Alors peut-être que moi qui suis étranger, qui ne suis pas béninois, je bénéficie d'un effet de faveur. Je crois que c'est plus compliqué entre béninois de se faire confiance, de créer des opportunités de partenariat. Mais en ce qui nous concerne, quand on est étranger, on a la possibilité de voir des portes s'ouvrir. Et donc avec CFAO, en fait, pour être tout à fait honnête, ils n'étaient pas du tout confiants dans notre projet et ils pensaient qu'on faisait un petit garage social dans notre coin, type un peu ONG, et au fond d'une rue un peu cabossée, avec peut-être un pont automobile et voilà, ils prenaient pas ça très au sérieux. Et en fait, là où le regard a changé, c'est après 6-8 mois de construction, où le bâtiment commence à être bien avancé, et de voir un peu déjà les dispositions du bâtiment, etc. Là, déjà, il y a eu un regard qui s'est ouvert, on va dire, sur le projet. Et ce qui a fini de les convaincre, en fait, c'est quand on s'est lancé, quand on a vraiment ouvert, quand le matériel était là. Il y a les personnes aussi. Le fait d'être arrivé à monter un tel projet déjà, et puis ensuite de voir la compétence des techniciens qui forment l'équipe. Là, il y a eu vraiment, ils se sont dit, ok, il y a une vraie opportunité de travail business, pas faire de la philanthropie, mais vraiment d'avoir un partenariat gagnant-gagnant sur le plan des affaires. Et donc après, ils nous ont accompagnés pendant 3 mois, on va dire, sur les méthodes on va dire sur l'opérationnel, la manière d'organiser notre garage, nos stocks, etc. De façon totalement gratuite, dans le but de préparer ce partenariat. Et là, on est à 2 doigts de signer ce contrat. Super. Tu as parlé de plein de choses qui sont intéressantes. Déjà, moi, juste par curiosité, d'où vient le matériel? Alors, le matériel, on l'a acheté en France. Les marques du matériel sont diverses et variées. Il y a du matériel français, allemand, italien, chinois. Il y a plein de constructeurs, équipementiers. Mais on a tout acheté en France. Pourquoi? Parce que nos fournisseurs, on s'est appuyé sur l'entreprise sœur dont je parlais tout à l'heure, Soluval, qui fait du recyclage de véhicules hors d'usage. Donc on s'est appuyé sur ces fournisseurs pour commander. La particularité pour les plus gros matériels, les ponts, etc., c'est qu'il fallait trouver un fournisseur qui soit capable d'assurer le transport et l'installation au Bénin. Donc là, on s'est rapproché d'une équipe béninoise, pour le coup, de professionnels, pour pouvoir réaliser ces achats. Mais le matériel, il vient d'Europe. Ok. Autre chose, parce que du coup, c'est un matériel conséquent. Au niveau de la maintenance, est-ce que vous êtes... Enfin, il y a quelque chose qui a été mis en place? Parce que c'est un des réels problèmes. En fait, on a un plan de maintenance, d'entretien, que nous on fait ici en interne. Il y a des contrôles visuels à faire sur certains matériels, il y a des compléments souvent de liquide qu'il faut faire. Et puis après, effectivement, on a un contrat de maintenance où on a une équipe qui vient tous les 6 mois pour contrôler le matériel. Après, on a aussi, ça a été tout le sujet aussi, dans le choix des équipements. Il faut choisir quelque chose qui soit adapté aux conditions et aussi avec le fait que les interventions sur le matériel peuvent être limitées. Donc parfois, il faut payer des équipements un peu plus chers pour bien connaître certaines spécifications techniques, s'appuyer sur des pros pour savoir que par rapport au climat, par exemple, par rapport à tel type de mécanisme, il vaut mieux s'éviter des problèmes et prendre telle chose plutôt que telle autre. Totalement.
En termes, parce que tu as quand même une bonne équipe, hein, Ouais, au niveau de la formation, tout ouais, ce qui est ressources humaines ouais, aussi, toi, tes équipes, comment tu les as trouvées, enfin, tes ouais. personnes, et comment, est-ce que ça a été compliqué de les former? Est-ce que c'est des personnes qui viennent du pays? Oui, alors en fait, on est 2 étrangers à travailler Ok. ici au sein du garage. Moi donc, et puis mon chef d'atelier qui est aussi chef formateur, Mhm, qui s'appelle Christian, qui est camerounais. mhm. Euh, et donc tout le reste de nos équipes sont béninoises. Euh, la personne qui a été la plus difficile à trouver, c'est Christian, le chef d'atelier, parce que j'ai mis près d'un an hein, pour le trouver, le recruter. J'ai eu plusieurs déboires, des gens qui ne sont pas venus, des gens qui sont venus mais qui ont abandonné leur poste, etc. Et en fait, il fallait pouvoir trouver quelqu'un qui ait à la fois de vraies compétences en électromécanique, Ok. parce que ça, c'était le besoin numéro un dans le métier, première chose. Deuxième chose, il fallait trouver quelqu'un avec l'expérience du secteur en Afrique, Ok. parce que les réalités sont très différentes de celles qu'on peut retrouver en France ou en Asie à bien des égards. Trouver quelqu'un aussi avec une adhésion au projet, parce que on n'est pas dans une logique ici où en fait tu es salarié, tu es chef d'atelier automobile, tu fais tourner l'atelier et puis basta et tu prends ton salaire. Il faut juste que le travail soit bien fait, qu'il y ait le moins de problèmes techniques qui se passent. Non, ici tu es dans un projet d'abord social, donc tu fais face à des problématiques et tu dois tenir compte de problématiques. Dans une entreprise classique, tu ferais pas attention, c'est pas ton job. Enfin, forcément, première chose. Donc il y a cette culture-là, il faut y être ouvert. Puis la deuxième chose, c'est le sujet de la transmission, de la formation. Il faut adhérer à ça parce que sinon, transmettre quelque chose, ça demande de la patience, ça demande de s'adapter. Toutes ces qualités-là, ça rendait le profil assez difficile à trouver. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver et compter sur quelqu'un comme Christian, qui est extrêmement compétent, qui aime le boulot qu'il fait et c'est partie de transmission. Donc c'est super. Et après, j'allais dire la formation des équipes sur le tas. Pourquoi? Parce que en fait, les standards avec lesquels on travaille, ils se retrouvent peu au Bénin. Ils se retrouvent, mais ils se retrouvent peu. Pour pouvoir travailler avec des gens habitués à ces standards, il faudrait pouvoir débaucher des gens d'autres entreprises. Ça coûte cher, c'est pas forcément très malin quand on s'insère dans un secteur. Donc le pari qui a été fait, le choix qui a été fait, ce que j'ai préféré faire, c'est me reposer plutôt sur des personnes que j'avais rencontrées pendant tout ce temps de préparation du projet, de lancement, sur plus du potentiel qu'une vraie expérience. Je te donne un exemple très concret. J'ai 2 personnes à l'accueil qui jouent une carte, enfin c'est vraiment un rôle maître dans le garage parce qu'ils sont exposés aux clients, ils doivent gérer toutes les relations avec les fournisseurs, ils doivent être hyper réactifs, ils doivent être très bons sur la communication, ils doivent contrôler en même temps ce qui se passe dans l'atelier pour être sûr que tout se fait bien dans les délais, etc. Donc, poste extrêmement exposé, très compliqué. Les 2 jeunes que j'ai recrutés, il y en a un qui a 25 ans, il a une licence en physique-chimie. Le deuxième, il a 28 ans, il a un master 1 en relations internationales. Donc pas du tout commerce, pas du tout mécanique automobile. Et où est-ce que je les ai recrutés? Sur un terrain de basket. Ah ouais. J'ai plus voulu m'appuyer sur... en fait, avoir des diplômes, moi, enfin, je vois pas... Au Bénin, je trouve que, et c'est le cas aussi partout, hein, cette réflexion-là, elle peut avoir cours dans n'importe quel pays, mais ici, on peut avoir autant de diplômes et pas forcément avoir des compétences, quoi. Donc, je voyais pas l'intérêt de recruter quelqu'un. Ici, on a des vrais problèmes de service client, par exemple, au Bénin. Hein, tout le monde partage, tout le monde qui a des ordres de comparaison, on va dire, sait qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que je dirais recruter quelqu'un qui a un diplôme commercial et qui va potentiellement avoir un service client tout aussi ou pas beaucoup mieux qu'une personne qui n'a pas de diplôme, le payer très cher et sans possibilité de vraiment le former comme je le voudrais. Donc j'ai préféré prendre des gens avec du potentiel qui voyaient cet emploi comme une opportunité de progresser, d'avoir des responsabilités.
Vous pourrez les interroger par rapport à ça, comment ils le vivent, et de les faire grandir, enfin en gros on a grandi ensemble quoi. Donc ici on a vraiment, la plupart des gens, ici ils ont appris à travailler au sein du garage, et on a tous appris à travailler ensemble. Ce que j'aime bien dire c'est qu'on est un peu une entreprise apprenante, on ne sait pas du tout tout ce qu'on fait, on a appris à le faire au fur et à mesure en faisant preuve de bon sens, en étant buté sur des problèmes, en mettant en place des procédures, etc. Donc vraiment formation ici au sein du garage. Ok, super. C'est une bonne approche. J'ai une autre question. Bon. En termes de difficultés déjà, en tant que niveau pro, mais vraiment toi en tant que personne, pas du groupe. Quelles ont été tes difficultés en tant que personne dans le professionnel en venant ici au Bénin? Je dirais que le premier problème en lançant ce projet, c'est d'abord quand même la solitude. Parce que quand on est chef d'un projet, en fait, on avance seul, donc on se pose beaucoup de questions. Et il n'y a pas forcément des gens autour de nous pour nous aider à trouver des réponses, nous rassurer. Moi, je n'avais pas quelqu'un des plus expérimenté que moi pour me guider, en fait. Donc, c'est mon premier projet entrepreneurial dans un pays qui n'est pas le mien à la base, avec des fortes attentes. J'ai parlé des montants d'investissement. Donc ça, c'était la première difficulté, la solitude. La deuxième difficulté, je dirais après, c'est l'adaptation permanente aux imprévus. Et ça fait partie du jeu. Donc, faut réussir à s'accrocher, à garder confiance. Quand je fais l'historique du projet, quand je repense à plein de choses qui nous est arrivé, je pense que si je te les racontais toutes, je pense que tu pourrais dire, mais comment ça se fait que le projet, il est encore là, quoi. Donne-moi deux, trois petites anecdotes. Deux, trois petites anecdotes. Déjà, je peux t'en citer trois. Vas-y. Première anecdote, déjà, je commençais à t'en parler. Mon chef d'atelier, près d'1 an pour le trouver. Donc déjà, il a fallu, j'ai quand même eu le bon réflexe de m'y mettre 1 an avant. J'ai fait parvenir une promesse d'embauche à quelqu'un qui finalement n'a plus donné signe de vie. Deuxième personne recrutée qui est venue au Bénin pendant 1 mois, mais qui au bout d'1 mois s'est dit le travail, il y a beaucoup de travail, je suis pas forcément assez bien payé pour le travail qu'on me demande. Puis en plus j'ai des sujets familiaux dans mon pays, donc je vais rentrer. Et finalement trouver Christian qui faisait partie des tout premiers à avoir postulé et que moi j'avais retenu, mais on m'avait conseillé de ne pas le prendre. Et finalement c'est lui qui est venu et c'était la bonne personne, la perle rare. Donc au milieu de toutes ces difficultés, c'est compliqué quand on se dit je suis à 3 mois d'ouvrir un garage et j'ai les équipements qui sont arrivés au port et j'ai toujours pas de chef d'atelier, quoi. Un peu complexe. C'est sûr. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, les équipements. Les équipements, pareil, commandés. Commandés, quand est-ce qu'on les a commandés? Pareil, plus d'1 an avant l'ouverture du garage. Et donc il devait arriver, je les commande en décembre 2022, il devait arriver à l'été 2023. D'accord? Et le garage était censé ouvrir en octobre-novembre 2023. On a eu 3 mois de retard avec les travaux. Arrivé à l'été, j'appelle le fournisseur, du coup, voilà, est-ce que les équipements sont bien chez vous? Sont-ils bien prêts à partir d'ici 2-3 semaines? Oui, les équipements sont bien arrivés, ils sont prêts à partir d'ici 2-3 semaines. Puis les semaines passent et moi je prends des congés, et puis je reviens après les congés, alors qu'est-ce qu'il en est? En fait non, les équipements ne sont pas partis. Et donc là commence un chassé-croisé avec le fournisseur, jusqu'à ce que début du mois d'octobre, fin du mois de septembre, ils me disent oui voilà c'est bon, les équipements sont partis, voilà le document qui l'atteste. Ok, d'accord, donc le bateau est bien parti. Effectivement, on me contacte, la compagnie maritime me contacte pour prendre des informations, pour emporter certaines choses, etc. aussi. Et les équipements arrivent au port. Je reçois un message de la compagnie de transit qui me dit le fournisseur n'a pas encore payé le transport.
pouvez pas récupérer est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec eux, etc. Donc, ils n'avaient pas payé le transport. Moi, je demande, pour pouvoir lancer la procédure de dédouanement auprès de mon transitaire, je demande les documents au fournisseur, envoyez-moi les documents, envoyez-moi les documents. 3 semaines passent entre le moment où le bateau est arrivé et le moment où je reçois les documents. Et quand je reçois les documents, je vois qu'il n'y a que la moitié des équipements que j'ai commandés dans le bateau. Ok. Le fournisseur ne m'a rien dit là-dessus. Wow. Donc après, puis on perd 3 semaines, il y a des pénalités, etc. après à ça, payer sur tout ça. Chiant, Donc il y a eu encore d'autres choses. Donc finalement, on a réussi à trouver des arrangements avec le fournisseur qui nous a finalement livré tout le matériel, mais livré avec beaucoup de mois de retard et d'une façon pas très honnête. Mais on a fini par s'en sortir. Donc là, j'avais mon chef d'atelier, mon matériel. Mais attention, le matériel. Quand on a fait le déchargement, le transitaire d'ici, local, qui sort ça avec un camion, je lui ai dit, c'est du matériel qui fait plusieurs tonnes. Et il arrive avec un camion, donc le matériel, etc. Et il n'avait absolument rien pour le décharger. Rien de rien. Ok, pas de machine. Rien du tout. Ok. Rien du tout. Rien du tout. Donc on a passé, je le raconte pour le plaisir, pour ce déchargement, c'était une vraie aventure. Il est arrivé vers 18h, il était censé arriver le matin, nos décharges, ça prend du temps. Donc il arrive vers 18h, on se rend compte qu'il n'a pas de matériel pour décharger des pièces qui font 1 tonne pour certaines. On descend ce qu'on peut avec des caisses. On voit comme toujours des gens qui s'agglutinent pour aider à décharger, pour prendre un billet, etc. Donc c'était n'importe quoi, c'était pas du tout possible. Donc évidemment on s'engueule, etc. On essaie de trouver une solution. En même temps, le conducteur du camion il dit mais moi il faut que je reparte au port, c'est pas mon camion. Demain il doit partir pour telle destination, etc. Il y a un autre chargement à prendre. Le transitaire arrive. 1 heure après, il me dit j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider, etc. Et là, on voit arriver sur la petite bande de terre qui est devant le garage un transpalette avec un Chinois au milieu et 2 Béninois à côté pour faire le déchargement. Mais pareil, le transpalette, il n'était pas du tout assez puissant pour décharger les choses. Donc, ils ont pu descendre certaines choses, mais évidemment, avec le poids, ils ont cassé des carreaux qu'on avait installés dans le garage, ils ont laissé des énormes traces au sol, et puis on avait déchargé. Il était 23h, on avait déchargé 25% de ce qu'on devait décharger. Heureusement, on a une chance ici au garage, c'est que parmi nos partenaires et qui nous ont financé notamment des achats d'équipements, on a Sogea Satom, qui est une grosse entreprise de BTP. Et donc moi, je les ai appelés et le lendemain, ils sont venus avec des énormes machines, des camions grues, etc. pour pouvoir sortir les équipements. Pareil, le sol, tous les travaux n'étaient pas terminés. Tout était très ensablé encore. Là devant, on n'avait pas une dalle de parking, etc. Donc le camion ne pouvait pas rentrer dans le sable. Donc ils ont fait venir en plus un Manitou pour pouvoir décharger ces équipements-là. Quand on a fait décharger les équipements depuis le camion qui était venu du port avec le camion grue, malheureusement, il y a un moment où il y a eu une mauvaise manutention. Il y a un équipement qui est tombé. Mon chef d'atelier, Christian, il est tombé à la renverse au moment de le faire. Heureusement, il n'a pas eu grand-chose, mais on ne le savait pas sur le moment. Quand il a voulu se relever, il avait extrêmement mal à la cheville. Donc c'était en mode, en fait, je viens de casser la cheville de mon chef d'atelier. Au moment donc je le prends avec moi en voiture, je l'amène à un hôpital. Évidemment, ici, il faut tout payer. Donc il faut commencer à avancer les fonds. Il se fait prendre en charge, les radios, etc. En même temps, je vais à la pharmacie pour trouver des équipements, les médicaments pour pouvoir Et je fais des allers-retours entre l'hôpital et le déchargement. Au final, heureusement, il n'avait rien. Il s'était fait une entorse à la cheville. On a pu décharger tout le matériel. Mais voilà, ça fait partie de ce genre de péripéties. Et encore, j'en ai bien d'autres. Donc tout ça, il faut réussir à le gérer. Et après, avoir un mindset. Faut être bien accroché. Ouais. Et après, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est un temps où on se néglige un petit peu, quoi. Donc, moi, je dirais vraiment la solitude, l'adaptation à l'imprévu. Et après, ce qui est le plus difficile, c'est justement savoir poser des barrières, parce que mentalement, c'est très, très, très exigeant.
Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on se fait du mal, on veut toujours aller plus loin. Alors qu'il y a un moment, il faut savoir faire une pause, prendre le temps, prendre un peu de recul pour mieux repartir de l'avant. On a l'impression de jouer un peu sa survie, en fait, hein, et ça nous amène à nous mettre en danger, alors que ce n'est pas forcément le cas. Bref, je pense que avoir de l'expérience, c'est bien pour faire ça. Je pense que j'ai manqué un peu d'expérience, j'ai beaucoup appris du coup, mais ça m'a fait aussi un peu mal par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, voilà, on est content d'être passé à une autre phase. C'est clair. Et au niveau perso, déjà, tu es venu seul ici au Bénin. Alors oui, je suis venu seul, mais c'est pareil. J'ai 3 mois avant de m'installer au Bénin, 3-4 mois avant de m'installer au Bénin, j'ai rencontré une fille qui va devenir mon épouse très certainement dans les prochains mois ou dans les 18 prochains mois, bref, c'est en projet. Et en fait, on s'est rencontrés, je partais au Bénin, elle partait au Vietnam. Donc on a passé près d'1 an et demi à distance. Et elle m'a rejoint il y a 6-7 mois. Donc maintenant on est ensemble. Et donc il a fallu gérer voilà, cette relation à distance pendant un temps. Maintenant son installation et puis l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est aussi un truc à gérer, quoi. C'est vrai, c'est bien intégré, très bien intégrée, très contente. Super. Donc au niveau perso, déjà cette relation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres difficultés que tu as rencontrées D'autres difficultés, non, parce que, comme je disais au tout début, quand je me suis présenté, j'ai eu la chance de voyager très souvent et jeune. Et en fait, je vais donner un exemple très concret. Quand on a 12-13 ans, qu'on doit quitter un lieu qu'on aime, des gens qu'on aime, des amis, ses cercles, etc., pour passer à autre chose, ce travail, on va dire, de déracinement, d'accepter de partir et après de se réinstaller quelque part et de se réadapter, de recréer sa vie, ben au final, on prend le pli, on le prend pas, mais si on le prend après, ça suit. Et le Bénin est un pays très accueillant. Moi, j'ai eu l'habitude du coup de m'éloigner en fait de ma famille, de mes amis, etc., de recréer une vie. Donc j'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Ok, super. Moi, je suis étrangère, j'ai vécu, en tout cas j'ai vécu, grandi en France, étudié, tout ça. J'ai des difficultés ici au quotidien en tant qu'étrangère, mais noire. Toi, quelles sont tes difficultés en tant qu'étranger blanc, en gros? Mes difficultés. Ou facilités, oui, en fait, ça serait intéressant aussi que tu partages, tu me donnes des exemples de difficultés et je puisse te dire si je les vis aussi. Moi, j'aime bien dire qu'au Bénin, tout ce qui est compliqué est simple et tout ce qui est simple est compliqué. Donc, en fait, moi, les difficultés que je vais avoir au quotidien, c'est pouvoir bénéficier de choses très basiques comme de l'eau, de l'électricité, simplement. Tu vois, avoir des choses fonctionnelles de base dans ma vie quotidienne. Donc, je vais avoir plein de petits irritants comme ça dans ma vie du quotidien qui vont me prendre la tête alors que j'ai toujours été habitué à ce que ça tourne bien. Et à l'inverse, comme je le disais, il y a parfois des choses qui peuvent te tomber sur la tête quand tu es dans ton pays et que tu considérais comme quelque chose de très problématique. En fait, ici, ça se résout très facilement. Ou juste, par exemple, dans ton travail, rencontrer des gens, ça se fait très facilement ici, les portes s'ouvrent assez vite. Donc ça, c'est pour donner un exemple. Moi, j'avoue que j'ai une difficulté que j'ai eue, peut-être, c'est savoir limiter ce que je fais, j'allais dire socialement. Je m'explique très concrètement. Quand tu es blanc, on te voit comme quelqu'un qui a de l'argent, beaucoup d'argent, et donc en fait tu es sollicité de toutes parts. Je te rassure, nous aussi. Ouais, très bien, donc ça c'est un point commun. Quand on est étranger, en fait, quand tu dégages une forme voilà, tu viens d'un pays développé, occidental, etc. Et donc en fait, moi la difficulté que j'ai rencontré, pourtant je ne suis pas vierge de toute expérience, j'ai vécu 2 ans au Ghana, c'est faire en sorte de pouvoir aider quand je peux aider, mais en même temps de ne pas me retrouver à avoir mon argent
ou dans les quatre coins, enfin tu vois, je te mets aux quatre Tu coins peux pas du aider vent. tout le monde, c'est ça. Je peux pas aider tout le monde et c'est une difficulté à vivre parce que tu es pris entre une forme de... Tu peux... Comment dirais-je? Tu veux bien faire les choses. Parfois, juste, ça te coûte pas grand-chose d'aider. Et donc, tu le fais. Mais en même temps, tu as l'impression du coup que tu te négliges, toi. À l'inverse, lorsque tu refuses quelque chose, quand tu t'énerves contre quelqu'un qui n'a pas été juste envers toi alors que tu l'as aidé, bah, tu peux aussi ressentir une forme de culpabilité parce que tu te dis, bah, en fait, pour moi, c'est pas non plus la fin du monde et je suis en train de... J'ai un privilège par rapport à quelqu'un d'autre et maintenant je vais me plaindre du fait que... Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans cette position-là qui est désagréable, parce que tu veux bien faire les choses, tu sais que tu peux effectivement avec peu de choses, tu peux avoir un impact autour de toi, tu as de la compassion pour les gens qui ont des difficultés, qui souffrent, qui ont des problèmes, mais en même temps, à la fin, bah, tu te retrouves avec ces problèmes-là sur ton dos, entre guillemets. En tout cas, psychologiquement, tu as ce poids-là qui se pose. Et donc, c'est pas facile, je trouve, à gérer. Moi, j'ai eu... c'est autant dans la vie quotidienne que des gens de l'entreprise. Donc moi, le réflexe déjà que j'ai, c'est que je prête pas d'argent. Enfin, j'ai eu à prêter de l'argent. Aujourd'hui, je le fais plus. Quand on me demande, je donne de l'argent. Mais je dis, voilà, par contre, tu m'as demandé une fois, c'est la dernière fois. Et voilà. Et après, j'essaye un peu de me limiter par rapport à ça parce que c'est pas forcément utile non plus. En fait, on se rend compte que quand on aide, bah, en fait, les gens, plutôt que tu les as pas aidés à s'autonomiser forcément, mais dès qu'ils ont un nouveau problème, en fait, ils reviennent vers toi et voire même ils s'attendent à ce que tu les aides quand tu vois, tu crées pas forcément des bons mécanismes. Je suis d'accord, ouais, totalement. Oui, c'est une des réelles difficultés. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager Franchement, non. Je pense que voilà, ça se résume à ça. C'est le fait que les choses qui sont simples du coup, dans notre pays, la France, au quotidien, ici c'est compliqué. Mais après, il y a plein d'autres choses qui sont compliquées chez nous, qui sont ici très simples. Et après, c'est ce rapport en tant qu'étranger venant d'un pays riche, qui arrive dans un pays qui est plutôt pauvre, et on a la possibilité, entre guillemets, d'aider, mais en même temps, c'est un peu... voilà, c'est à double tranchant, et on a un peu de mal à vivre avec le fait qu'on soit privilégié, et en même temps, on a l'impression de faire des bonnes actions, et qu'on ne le rend pas forcément correctement, ça nous rend un peu aigris, ça nous fait poser des questions, ça nous fait sentir coupable des questions qu'on se pose parce qu'on est déjà favorisé par rapport aux autres. Et donc en fait, on est pris dans un piège, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ouais, c'est ça que je dirais. Les deux choses importantes. Non, mais c'est intéressant, par exemple, pour rebondir là-dessus. Moi, ce que je constate, donc j'ai à la fois j'ai des amis qui sont français, d'ascendance africaine ou caribéenne, ou bien des amis qui sont africains, qui ont vécu, travaillé en Europe ou ailleurs et qui sont revenus au Bénin, soit par choix, soit par opportunité professionnelle. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que oui, on vit dans la même réalité, mais qu'elle est elle est plus difficile à vivre, je trouve, pour des gens qui ont une ascendance, parce que moi, je viens au Bénin, je suis un peu détaché. Je veux dire par là que je suis en découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Je suis très heureux d'être ici, mais j'en fais pas une partie de mon identité. Là où il y a beaucoup de gens qui viennent ici au Bénin et qui sont dans une quête aussi personnelle de renouer avec des racines ou d'intégrer un monde qui les acceptera mieux par rapport à toutes les difficultés qu'on peut avoir avec des sujets comme le racisme, les discriminations, les inégalités en France et dans d'autres pays. Et donc ici, la difficulté, c'est qu'on est...
on est confronté à la même séparation que les blancs, entre guillemets, parce qu'on est perçu aussi comme des gens avec de la richesse. Première chose. Et deuxième chose, on a une culture qui n'est pas forcément une culture locale. Et donc, on a acquis des codes, on a acquis une culture, une manière de vivre qui est celle d'un autre pays. Et donc, on vit cette confrontation et on est un peu divisé, quoi. Après, moi, ce que je remarque aussi, c'est que dans le temps, ça s'estompe, on s'adapte de plus en plus, mais je trouve qu'à l'arrivée, c'est beaucoup plus difficile pour des personnes qui viennent justement avec cette quête personnelle et qui ont des ascendances africaines, caribéennes et qui voient l'Afrique comme une terre d'opportunité, d'accueil, de se rendre compte que oui, c'est une terre d'opportunité, oui, c'est une terre d'accueil. Pour autant, on est aussi différents et en fait, c'est une forme de réalisation. On se rend compte que les autres nous voient comme différents et on se rend compte que nous-mêmes, par nos origines, on a un mode de vie, on a une compréhension des choses qui est différente des gens qu'on rencontre localement. Bah, c'est vrai que finalement, on vit les mêmes choses. On vit les mêmes difficultés. Tout ce que tu m'as dit par rapport au fait d'aider les personnes, ben, je m'y retrouve. Pareil, quand je vais au marché, ben, je paierai plus cher qu'une personne locale. C'est vrai qu'en France, personnellement, hein, moi en tant que femme noire, je me sens étrangère en France. Ici, je viens ici, je suis aussi étrangère. Tu vois un peu? Ouais, ouais, je vois très bien. Donc, c'est ça en fait, c'est que finalement, on vient de l'Occident, on vient en Afrique, qu'on soit noir, blanc, arabe, indien, voilà. Finalement, on vit les mêmes difficultés, peut-être à différentes échelles, peut-être en fonction aussi de nos valeurs, de ce qu'on recherche, voilà, de nos aspirations aussi, de ce qu'on veut apporter ou non en Afrique. On vit vraiment des difficultés. Donc, toutes les personnes qui souhaitent venir vivre en Afrique, que vous soyez noire, blanche ou quoi que ce soit, sachez que vous aurez aussi ce type de difficultés. Voilà. C'était important aussi parce que beaucoup pensent qu'en France, c'est compliqué parce que je suis noire, mais ça sera aussi compliqué ici, même si tu es noire. En fait. Oui, moi je crois que la clé dans tout ça, en fait, c'est de s'enraciner. C'est-à-dire En fait, on a tous nos quêtes individuelles. Tu disais juste à l'instant, moi je suis une femme noire, je me sens étrangère en France et je me sens étrangère au Bénin. Moi, je suis un homme blanc, mais je suis français, mais par ma vie dans des territoires qui sont pas la France hexagonale, mais la France, on va dire la France monde, parce qu'il y a plein de cultures et il y a plein de réalités complètement différentes en France, que ce soit dans l'hexagone et en dehors. Mais en fait, moi, j'ai jamais eu le souhait de m'installer en France. Je suis pas de la France hexagonale. J'ai grandi dans une autre partie de la France où je retrouve, par exemple, beaucoup plus de choses en commun dans la chaleur humaine, les liens, la nature, beaucoup plus de liens avec un pays comme le Bénin, par exemple, qu'avec certains endroits où j'ai été en France, des grandes villes. Les réalités sont complètement différentes de territoires comme la Guyane, comme Tahiti, comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Martinique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux choses, je pense. Je crois que c'est Saint-Augustin qui disait ma patrie, c'est mon chemin, c'est-à-dire c'est la voie que j'emprunte. C'est pas l'endroit d'où je viens, c'est là où je vais. Donc, il n'y a pas forcément non plus, on ne sait pas quel est le point d'arrivée, mais c'est ça. Je pense que quand on cherche son identité, ou en tout cas quand on veut la construire, c'est plus ce qu'on fait et où on va que le fait d'arriver d'un point A à un point B. C'est une première chose. Et après, la deuxième chose, je pense que c'est l'enracinement. Je crois vraiment que il y a quand on s'intègre dans une communauté, en fait, c'est là où on sent vraiment appartenir à un endroit. Les gens avec qui on est, le quartier dans lequel on vit. Après, dès que tu changes de quartier, t'es plus du coin. Voilà, c'est tout. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont très fortement ce sentiment d'appartenance. Si on sort du sujet France, Bénin, etc. Je sais pas, je prends des exemples tout bêtes, mais en France, par exemple, quand on vient d'un village,
qu'on vient d'une partie d'un département, en fait, il suffit de faire 20 bornes et on n'est plus chez nous, quoi. Et on se sent pas de là, quoi. Et on voit les autres comme différents. Ou bien quand on vient d'une petite ville et qu'on va dans une très grande ville, ben on se sent pas chez soi. Il y a plein de gens qui débarquent à Paris, par exemple, et qui ont horreur de cette ville, mais parce qu'en fait, ils arrivent pas à y être. Pourtant, c'est leur pays, c'est notre capitale. On connaît tous des choses à propos de Paris. On a tous des gens, des amis qui vivent à Paris. Moi, personnellement, là où je connais le plus de monde aujourd'hui, c'est à Paris. J'y ai vécu, je m'y suis bien senti, je m'y suis bien moins senti. Mais voilà, c'est dans le temps que ça se fait, quoi. Ouais. Et je pense vraiment c'est cette question de s'intégrer localement dans un cercle, dans une communauté, qui fait qu'après on se sent appartenir à quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas automatique, quoi. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Pas comme quand on arrive à Tahiti, on vous donne des colliers de fleurs. Si ça vous arrivera pas au Bénin, quoi. Ouais. Ok, super. Merci Virgile. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision des choses, déjà à moyen, court, long terme, je sais pas, au Bénin déjà, et après? Moi, je dirais le mot de liberté. Pourquoi je parlerai de liberté? Parce que je crois que aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde qui est ultra connecté, où on peut développer plein de choses. On a plein de moyens à notre disposition pour pouvoir le faire. C'est le plus difficile, c'est de choisir, de renoncer à un confort, de pas faire ce que la société attend de nous, de sortir du moule dans lequel on a été éduqué, que ce soit par nos parents, par l'école, etc. Ça implique des sacrifices, ouais. Mais je pense que ça en vaut la peine, même quand on se trompe, même quand on se rate. Prendre cette liberté-là, c'est important. Et ici, au Bénin, on est dans une vraie terre de liberté. Je vais dire liberté au sens liberté de vivre comme on le souhaite, liberté d'entreprendre, liberté de créer, liberté de rencontrer des gens, liberté de voyager. On a cette chance-là, et je pense que s'il y a quelque chose que j'aimerais partager avec les gens qui regarderont cette vidéo, c'est vraiment de pas avoir peur de cette liberté-là et de suivre leurs désirs, leurs envies, leurs rêves, parce que personne sera là pour les réaliser à leur place, et il faut qu'ils soient eux-mêmes, quoi. Cette partie, je pense, beaucoup de gens qui regardent le type de contenu qu'on est en train de créer, en fait, ils sont dans ces questions-là. Tu te poses certainement cette question-là, je me pose ces questions-là. Je pense vraiment que cette liberté, il faut la prendre. N'oubliez pas de liker, commenter, donner vos avis et surtout de partager la vidéo. C'était Virgile chez Kwabo et à plus. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la visite du garage centre de formation Kwabo. Ciao.